Bienvenue dans notre revue de presse. Chaque semaine, l'Afrique écrit une nouvelle page de son histoire, entre défis, espoir et réussite. Et pour entamer ce voyage au cœur de l'actualité, posons nos premiers pas au Bénin. Ce mardi 16 septembre 2025, un protocole d'accord dans le cadre des élections générales de 2026 au Bénin a été scellé entre les partis Union progressiste Le Renouveau, Bloc républicain et Force Kori pour un Bénin émergent. Fraternité BJ informe que Paul Rompé et les Kori n'ont cessé jusque-là de clamer leur opposition au régime de la rupture durant les 2 mandats. Si un mariage entre les 2 partis de la mouvance semblait logique, l'intégration d'un parti officiellement classé dans l'opposition relève en principe d'un accord contre nature. L'accord signé à Cotonou ne s'est pas limité à une simple photo de famille. Il consacre 2 engagements majeurs dans un protocole formel. D'une part, un accord parlementaire visant à renforcer la discipline des élus et d'autre part, un pacte de gouvernance pour coordonner les actions et harmoniser les priorités. En définitive, FCBE, sans le clamer, saute les 2 pieds joints dans la mouvance et avec ses dernières déclarations et agissements, MPL pourrait lui emboîter le pas. Afrique sur 7 précise qu'à en croire le protocole, les partis s'engagent résolument à faire front commun au cours de la prochaine législature à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une alliance qui renforcera ainsi leur influence politique sur le plan parlementaire. Même s'il y a un accord de coalition, Paul Rompé et son équipe présenteront quand même leur propre candidat pour l'élection présidentielle de 2026. De cette façon, ils peuvent rester indépendants et garder une certaine influence politique au niveau national, tout en participant à l'union de l'opposition. Toujours au Bénin, présidentielle 2026, Mariam Tchabi Talata, colistière de Romuald Wadaye. À quelques mois de la présidentielle de 2026, la mouvance présidentielle officialise son ticket avec Mariam Tchabi Talata comme colistière de Romuald Wadaye. La mouvance présidentielle accélère la préparation de l'échéance électorale avec la désignation de Mariam Tchabi Talata comme colistière du candidat Romuald. Le quotidien, le matinal, souligne que cette décision a été entérinée par le Bloc républicain lors d'une réunion au secrétariat exécutif du Bureau national. Fraternité rappelle que la vice-présidente possède déjà l'expérience d'une candidature à la présidentielle et qu'elle maîtrise bien la dynamique politique à la Marina. Selon le matinal, cette alliance conjugue expérience et innovation pour affronter les autres binômes. Cependant, le journal insiste sur le fait que c'est le terrain électoral qui déterminera l'issue du scrutin. Le Béninois libéré s'interroge sur les implications politiques de ce choix, notamment la coexistence entre Talata et l'UPR. Nassiara évoque une division au sein des militants du Bloc républicain et s'intéresse également à la participation incertaine de l'opposition. Enfin, le Grand Matin annonce que la ville de Kobourou s'apprête à accueillir l'investiture du duo. Nous restons au Bénin. Après Abidjan, Cotonou accueille le Salon des industries musicales en novembre. Afrimag rapporte qu'après une première édition réussie en Côte d'Ivoire, qui avait réuni 5000 participants, le Salon des industries musicales d'Afrique francophone s'installe du 10 au 15 novembre dans la capitale économique béninoise. Un objectif précis, passer de la promesse à la preuve en matière de financement des musiques africaines et prouver que les industries culturelles et créatives peuvent être un levier économique et diplomatique pour le continent africain. Selon l'IFPI, les revenus musicaux en Afrique subsaharienne ont franchi pour la première fois le cap des 100 millions de dollars en 2024. Mais cela reste marginal comparé aux 29,6 milliards de dollars générés au niveau mondial. Cet écart illustre le défi auquel font face les artistes et entrepreneurs culturels africains pour accéder à des capitaux adaptés à leur potentiel créatif et à l'essor du marché de la musique africaine. Le choix du Bénin n'a rien d'anodin. Depuis plusieurs années, le pays multiplie les initiatives pour s'imposer comme un hub des industries culturelles et créatives. Banuto Beji précise en effet que le Bénin, en accueillant cet événement, veut affirmer son positionnement croissant comme hub des industries culturelles et créatives ICC sur le continent. Cotonou se place dans la lignée des grands rendez-vous culturels comme les Vodou Days, le Festival des Masques de Porto Novo, le FINAB ou encore We Love Eya qui place la musique et la création au cœur des stratégies de rayonnement du pays.
Toujours selon Banoto BJ, l'édition 2025 va s'étendre sur 6 jours. Il est prévu une résidence artistique immersive les 10, 11 et 12 novembre, un salon professionnel marqué par des conférences de haut niveau et des panels stratégiques réunissant ministres, investisseurs et leaders de l'industrie musicale les 13 et 14 novembre, puis un grand concert le 15 novembre. Toujours au Bénin, désignation du candidat des démocrates à la présidentielle 2025. Banoto rapporte que Boni Yayi a promis à Parakou de ne pas désigner seul le duo candidat du parti Les Démocrates. Je vous rassure que le processus est en cours au sein de notre parti politique. Le président ne choisira personne de manière solitaire. Je vous donne cette assurance, confie l'ex-chef de l'État devenu président du parti Les Démocrates. Le parti est scruté comme la principale force d'opposition face au candidat de la mouvance, Romuald Wadagné. Cap sur le Burkina, gratuité de visa pour les ressortissants africains. APA News rapporte que désormais, tout ressortissant d'un pays africain désirant se rendre au Burkina Faso ne déboursera aucune somme pour s'acquitter de frais de visa. L'annonce a été faite jeudi à l'issue du Conseil des ministres par le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana. La gratuité n'est cependant pas synonyme de suppression du visa, précise le ministre. Les processions d'obtention restent en vigueur, mais sans coût financier. La décision du gouvernement s'appuie sur un rapport additif à la loi des finances rectificative 2025. Celle-ci s'intègre à une stratégie plus large de renforcement de la coopération intra-africaine. Toujours au Burkina Faso, le gouvernement supprime 4 jours fériés pour des raisons budgétaires. News Afrique rapporte qu'au Burkina Faso, les autorités ont annoncé une réforme visant à réduire le nombre de jours fériés. Le projet de loi présenté par le gouvernement prévoit de passer de 15 à 11 jours chômés et payés. Une mesure qui devrait générer près de 17 milliards de francs CFA d'économies par an au profit du budget de l'État. Selon une étude du ministère de l'Économie et des Finances, chaque jour férié coûte environ 4 milliards de francs CFA, ce qui représente une charge globale de plus de 67 milliards pour l'année 2025. Face à ce poids financier jugé trop lourd, l'exécutif a choisi de revoir le calendrier national. 4 journées ont été retirées de la liste des jours chômés. Le 3 janvier, jour de commémoration du soulèvement populaire, le 5 août, date de proclamation de l'indépendance, le 31 octobre, journée des martyrs marquant la chute de Blaise Compaoré, ainsi que le lundi de Pâques. Les 3 premières ont toutefois été maintenues comme journée de recueillement. Jeune Afrique revient sur le fait que si l'argument financier est indiscutable, le choix des dates peut évidemment faire grincer certaines dents. Parmi les 4 jours supprimés figure une fête religieuse, le lundi de Pâques. L'impérieux équilibre entre les sensibilités religieuses devrait anesthésier les éventuelles récriminations chrétiennes, puisque resteront fériés l'Ascension, l'Assomption, la Toussaint, également fête de l'armée, la Noël, tandis que 3 fêtes musulmanes donnent lieu à un arrêt de travail, le Ramadan, la Tabaski et le Maouloud. Record d'invincibilité. Le Sénégal, leader mondial avec 24 matchs sans défaite. L'agence de presse africaine rapporte que le Sénégal, avec 24 matchs sans défaite, détient actuellement la plus longue série d'invincibilité du football mondial, dévançant l'Afrique du Sud et l'Espagne. La dernière défaite de l'équipe nationale de football du Sénégal remonte au 12 septembre 2023 à Dakar. Les Lions s'étaient inclinés 0-1 devant les Fennecs d'Algérie en match amical. Un revers contre l'adversaire qui les avait déjà battus en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Toujours au Sénégal, Wally Seck suspend sa carrière à cause de l'affaire Amadou Sall, fils du président Macky Sall. Selon le RAL.net, le célèbre chanteur sénégalais Wally Seck a décidé de suspendre temporairement sa carrière musicale. Cette décision fait suite à des rumeurs l'impliquant dans une enquête liée à Amadou Sall, le fils de l'ancien président Macky Sall. Dans une vidéo partagée sur Instagram, il a affirmé son innocence et a appelé la justice à intervenir. Wally Seck a déclaré « Je suis clean, je suis blanc comme neige », se défendant d'être impliqué dans des transactions douteuses. Les rumeurs portent sur un chèque reçu d'Amadou Sall pour l'achat d'une voiture, un véhicule que l'artiste assure avoir acquis avant les controverses. D'après Inédit 221, la suspension de la carrière musicale de Wally Seck entraîne une onde de choc dans le showbiz sénégalais. Plus de 50 dates annulées entre septembre et décembre 2025 provoqueraient des pertes directement estimées à 500 millions de francs CFA
et plus d'1 milliard en y incluant les retombées publicitaires et partenariats. En outre, près de 100 personnes, musiciens, techniciens, danseurs et collaborateurs voient leur avenir professionnel menacé. CNews souligne que cette communication interroge. Pourquoi revenir avec autant de force sur une affaire qui n'est plus au cœur du débat public? Le paradoxe est que l'affaire à laquelle Wally Seck fait référence, une transaction financière supposée, n'alimente plus vraiment l'actualité sénégalaise depuis plusieurs mois. Le choix de la remettre en lumière et de surcroît avec autant d'intensité intrigue. Pourquoi parler comme s'il était persécuté alors même que le sujet ne fait pas l'objet d'un débat brûlant? Une première lecture est que Wally Seck redoute pour son image, mais une autre hypothèse émerge. Et si le chanteur craignait des révélations plus profondes, encore inconnues du grand public? En dramatisant le ton, en multipliant les arguments de transparence, Wally Seck cherche peut-être à verrouiller l'interprétation avant que d'éventuelles fuites ou accusations ne voient le jour. Nous poursuivons cette revue de presse avec le Cameroun. Brenda Biya appelle à ne pas voter pour son père Paul Biya. RFI rapporte qu'au Cameroun, c'est la consigne de vote que personne n'attendait. Brenda Biya, l'unique fille du président Paul Biya, appelle dans une vidéo devenue virale à ne pas voter pour son père lors de cette élection, affirmant qu'il a fait beaucoup de mal au peuple camerounais. Actu Cameroun précise les faits. Dans une vidéo virale sur la toile, Brenda Biya a donné une consigne de vote dans le cadre de la présidentielle du 12 octobre 2025. Après avoir narré ses mésaventures avec sa propre famille, la fille du chef de l'État sortant a demandé aux Camerounais de ne pas voter pour son géniteur. Et pour cause, elle dit regretter que son père ait fait souffrir autant de Camerounais depuis son accession au pouvoir. Depuis la Suisse où elle vit, Brenda Biya dit couper les ponts avec sa famille et dit renoncer aux avantages financiers dont elle avait droit. Qui sommes-nous pour voter pour cet homme honni par sa propre fille? Tout sauf Biya. Je vote Issa Chiroma pour m'assurer de la victoire de l'opposition face au monstre, a ajouté Caliste Beyala en rebondissant très rapidement sur la vidéo de Brenda. Toujours au Cameroun, Issa Tiroma Bakari désigné candidat consensuel de l'opposition. Selon MSN, au Cameroun, Issa Tiroma Bakari a été désigné candidat consensuel de l'opposition contre Paul Biya pour la présidentielle du 12 octobre. Ancien allié du pouvoir, il a été ministre pendant 16 ans et porte-parole du gouvernement. Ce dernier a été choisi parmi les 11 candidats de l'opposition par un groupe de facilitateurs baptisé Union pour le changement 2025. Pour autant, les autres candidats de l'opposition reste pour l'instant en compétition. Le Monde FR précise que cette candidature en vue du scrutin du 12 octobre a été votée à l'unanimité par plusieurs partis politiques et personnalités de l'opposition, selon un communiqué signé par des membres de cette organisation informelle. Parmi les signataires figure Anissé Ikan, président du Manidem, le parti qui avait présenté la candidature de Maurice Kamto, finalement récusé par la commission électorale et le Conseil constitutionnel en août. Le communiqué ne dit rien des critères sur lesquels repose leur choix, mais évoque, sans les nommer, une cinquantaine de partis politiques et associations qui soutiendraient cette candidature de consensus. Le Nigeria accueille le concours de beauté pour la défense de l'albinisme 2025. Africa News informe que le Nigeria a accueilli le concours de beauté pour la défense de l'albinisme 2025. Un événement dédié à la célébration de la beauté, de la diversité et à la lutte contre les stigmates qui entourent depuis longtemps l'albinisme. Les participants venus de tout le pays ont concouru dans les domaines de la mode, du talent et de la défense des droits. La reine nouvellement couronnée s'est engagée à utiliser son rôle pour faire en sorte que le public comprenne mieux l'albinisme. L'albinisme est une maladie génétique qui affecte la peau, les cheveux et les yeux et reste très mal compris au Nigeria. Les mythes culturels et les superstitions ont longtemps alimenté les préjugés, certaines personnes étant exclues des écoles, des possibilités d'emploi et même des rencontres sociales. Les personnes atteintes d'albinisme sont confrontées à de nombreux défis, qu'il s'agisse du soleil ou de la malvoyance, et beaucoup d'entre elles ne savent même pas comment s'y prendre. Et même pour la société en général, le mythe, les brimades, les stéréotypes, etc., a indiqué Tolani Ojuri, présidente de l'association nigériane pour l'albinisme. Toujours
Toujours au Nigeria, Hilda Bassi bat le record du monde du plus grand plat de riz jollof. BBC News rapporte que la chef nigériane Hilda Bassi a battu le record du monde en cuisinant le plus grand pot de riz jollof jamais préparé. La recette de Bassi pour le jollof, le plat suprême, comprenait 4000 kg de riz, 500 cartons de concentré de tomates, 600 kg d'oignons et 168 kg de viande de chèvre. Le tout renversé dans une marmite sur mesure d'une capacité de 23 000 litres. La chef avait précédemment confié à BBC qu'il lui avait fallu 1 an pour planifier la manière dont elle allait relever ce défi colossal. Elle était assistée de 10 autres chefs en uniforme rouge, maniant de longues cuillères en bois pour remuer le riz. Après 9 heures de cuisson, l'effort a failli être compromis lorsque le pot géant utilisé pour préparer le plat s'est cassé alors qu'il était hissé sur une grue pour être pesé. Heureusement, rien du riz n'a été renversé. Banoto Beji précise que le Guinness Record a annoncé la victoire de la chef nigériane lundi 15 septembre 2025 sur son compte X, précisant que ce gros plat de riz jollof, composé de riz, de tomates et d'oignons, a pesé 8,7 tonnes, 8780 kg. De son vrai nom, Hilda Bassi a cuisiné la plus grande quantité de riz jollof vendredi 12 septembre 2025. Présidentielle en Côte d'Ivoire, 5 candidats et combien de stratégies? On connaît l'affiche finale de l'élection présidentielle ivoirienne du 25 octobre. Le président en exercice, Alassane Ouattara, affrontera Simone Eivebabou, Jean-Louis Billon, Awa Domelo et Henriette Lagou Adjoa. L'hypothèse d'une union des 4 candidats face à Alassane Ouattara est peu plausible, annonce le politologue Geoffroy Julien Kwao. Un rapprochement entre Awa Domelo et Simone Eivebabou n'est cependant pas à exclure. Ce sont 2 anciens proches de l'ancien président Laurent Gbagbo. Jean-Louis Billon, qui concourt sous la bannière du Congrès démocratique, profitera-t-il pour sa part du report des voix des électeurs du PDCI, parti désormais sans candidat, et Awa Domelo de celle du PPACI, sauf si Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam donnent des consignes allant dans ce sens. Jean-Louis Billon et Awa Domelo devront chercher des voix en dehors de leurs familles politiques respectives, ce qui ne sera pas chose aisée, estime Geoffroy Julien Kwao. Toujours en Côte d'Ivoire, Molard recouvre la liberté après 2 mois de détention. L'Infodrome rapporte que la 10e édition du prix des musiques urbaines et du coupé-décalé prix MUD avait officiellement été lancée le 7 septembre dernier au Sofitel Hôtel Ivoire dans une ambiance marquée par l'émotion et l'absence notable du commissaire général de l'événement, Maurice Molard. Il avait été incarcéré depuis 2 mois au pôle pénitentiaire d'Abidjan à la suite d'un tragique accident ayant coûté la vie à Madame Élise Tola. Avec une pensée positive pour lui, les participants avaient émis le vœu de sa libération et la possibilité de sa présence physique à cette édition prévue le 10 octobre au Parc des Expositions. On apprend par Wakatsera que l'artiste ivoirien et commissaire général du prix des musiques urbaines et du coupé-décalé, Mori Ferré Soumaoro, alias Mori Le Molard, a annoncé dans la soirée du lundi 15 septembre 2025 sur sa page Facebook avoir obtenu la liberté provisoire. Il a exprimé une pensée en l'honneur de Dame Élise Tola. J'exprime encore mon respect et mon soutien à sa famille qui a choisi la dignité plutôt que l'exposition. Nos familles sont restées soudées dans cette épreuve douloureuse et le resteront, a-t-il révélé. Nous allons cette fois-ci au Ghana, arrivée attendue de 40 migrants expulsés des États-Unis. Republic of Togo rapporte que le Ghana se prépare à accueillir dans les prochains jours 40 autres migrants expulsés des États-Unis, a annoncé le ministre des Affaires étrangères Okudzeto Ablakwa. Cette décision intervient donc après l'arrivée début septembre de 14 autres ressortissants. La semaine dernière, le président ghanéen John Mahama avait confirmé avoir conclu un accord avec les autorités américaines pour recevoir des ressortissants d'Afrique de l'Ouest expulsés des États-Unis. Au Ghana, les migrants expulsés sont contrôlés à leur arrivée puis autorisés soit à rester temporairement dans le pays, soit à transiter vers leur pays d'origine. Les 14 premiers arrivants avaient exprimé leur souhait de retourner chez eux, selon les autorités. Selon Africa News, le groupe de 14 Africains de l'Afrique de l'Ouest, expulsés des États-Unis vers le Ghana, ont tous été renvoyés dans leur pays d'origine. Le ministre des Affaires étrangères du Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, a rejeté les critiques selon lesquelles cette décision constituait un soutien
aux politiques migratoires du président américain Donald Trump, affirmant que le Ghana acceptait des personnes expulsées vers un pays tiers uniquement pour des raisons humanitaires. Seulement, une partie des 14 migrants rapatriés des États-Unis vers le Ghana sont toujours détenus dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, ont déclaré les expulsés et leur avocat à l'Associated Press mercredi, contredisant les affirmations des autorités ghanéennes. 3 des déportés ont parlé à la paix des conditions terribles dans lesquelles ils sont détenus au camp militaire de Bundes dans la banlieue de la capitale Accra. Ils ont indiqué que 11 personnes expulsées se trouvent encore au Ghana, comprenant 4 Nigérians, 3 Togolais, 2 Maliens, un Gambien et un Libérien. Selon Africa News, la confusion entourant les expulsions reflète le rythme vertigineux auquel l'administration Trump a fait avancer ses priorités en matière d'immigration, ce qui, selon les avocats, s'est fait au détriment des droits légaux des immigrés et même parfois leur sécurité en danger. Du côté de la Tunisie, plus de 30 pays réunis au Big Tech Africa. La 2e édition du Salon africain des technologies, de l'intelligence artificielle et des startups, connu sous le nom de Big Tech Africa, s'est achevée jeudi en Tunisie. Selon Tunisie Numérique, la scène technologique africaine connaît une nouvelle effervescence avec l'organisation de la manifestation Big Tech Africa qui réunit cette année près de 30 pays participants et plus de 100 startups innovantes. Cet événement devenu incontournable s'affirme comme une véritable plateforme de rencontres, d'échanges et de partenariats entre les acteurs du numérique, de l'entrepreneuriat et de l'investissement sur le continent. L'événement a accueilli plus d'une trentaine de pays, une centaine de startups, une opportunité pour les chefs d'entreprise d'élargir leur réseau et de s'imposer sur le marché. Au-delà de la mise en réseau, Big Tech Africa ambitionne de stimuler l'innovation locale et de contribuer à l'émergence de champions africains du numérique. Dans un contexte où la transformation digitale est devenue un enjeu stratégique, cette rencontre illustre la volonté des acteurs africains de placer la technologie au cœur du développement économique et social. L'information est confirmée par Africa News. Nous restons toujours avec la Tunisie. Sommet de Doha, la Tunisie appelle à l'unité des rangs et à la solidarité arabo-islamique. La presse TN rapporte que lors du sommet arabe et islamique extraordinaire tenu lundi à Doha, la Tunisie a lancé un appel à l'unité des rangs et au renforcement de la coopération et de la solidarité arabo-islamique face à la conjoncture historique actuelle afin de contrer toutes les menaces que fait peser l'occupant sioniste sur la paix, la sécurité et la stabilité dans la région et dans le monde. Elle a exhorté la communauté internationale et en particulier le Conseil de sécurité des Nations Unies à assumer pleinement ses responsabilités juridiques, morales et humanitaires et à agir avec détermination pour mettre un terme aux crimes, à la famine et aux actes de terrorisme perpétrés dans les territoires palestiniens. La Tunisie estime que la nation arabe et islamique dispose des fondements qui la qualifient à réaliser la réconciliation collective, à restaurer la confiance en ses capacités et en ses ressources humaines et naturelles pour repousser l'injustice et défendre le droit, tout en jouant un rôle actif dans l'instauration de la justice humaine et en poursuivant sa contribution à l'édification de la civilisation universelle. Ainsi s'achève notre revue de presse de la semaine. Merci pour votre fidélité et votre écoute attentive. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité. Je suis Coralie Poyon, coach, journaliste et animatrice à Coaching TV. À la réalisation, Aurélie Atta, réalisatrice à Coaching TV.